Notre prochain intervenant est du Japon, M. Kotegawa. C'est un ancien haut fonctionnaire du ministère des Finances du Japon. Il a été le responsable, il représentait le Japon au Fonds monétaire international. Son titre, c'est « Des leçons valables de la crise financière ». Monsieur Kotegawa, vous avez la parole. En 1997, j'étais en charge de la crise financière au ministère des Finances japonais. À l'époque, le Japon était la cible de critiques qui croyaient dur comme fer en la soi-disant norme mondiale et accusaient le Japon d'accumuler des prêts improductifs sur la base de la règle de Bâle convenue en 88 par les membres de la Banque des règlements internationaux. Le même groupe d'économistes du FMI a attaqué des pays asiatiques comme l'Indonésie, la Thaïlande, au moment de la crise économique asiatique. Leurs antécédents sont assez similaires. Presque tous étaient des hommes titulaires d'un doctorat d'éminentes universités britanniques ou américaines. Un expert britannique en japonologie a rejoint Goldman Sachs et fit une estimation sans fondement du montant des prêts non performants au Japon. Lui et Goldman Sachs ont fait fortune en s'occupant des prêts non productifs du Japon. De grandes maisons de titres au Japon, telles que Yamaichi et Sanyo, ont fait faillite, et de grandes banques, notamment la Long Term Credit Bank et la Nippon Credit Bank, ont dû être nationalisées. Engloutis par les attaques des critiques des États-Unis, du Royaume-Uni et de leurs partisans au Japon, l'agence des services financiers du Japon a procédé à des examens très rigoureux des actifs bancaires dans tous les domaines conformément à la règle de Bâle établie en 88 et a annoncé publiquement son résultat en 1998. Sur la base de ces résultats annoncés publiquement de cet examen des actifs bancaires, le gouvernement japonais a injecté des fonds publics pour empêcher les grandes banques de s'effondrer. Les politiques de prêt des banques ont été resserrées à un niveau jamais vu dans l'histoire du Japon et de nombreuses entreprises japonaises ont fait faillite à l'époque. Dans ce contexte, un nombre considérable de personnes se sont malheureusement suicidées, y compris mon ancien personnel du ministère des Finances. Des membres du conseil d'administration d'institutions financières en faillite ont été arrêtés pour avoir maquillé les bilans financiers. Et au cours des 10 années suivantes, les pays occidentaux se sont moqués de l'économie japonaise en la qualifiant de décennie perdue ou de 2 décennies perdues. Et dans les pays d'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande et l'Indonésie, qui ont souffert de la crise économique asiatique et ont dû accepter des conditionnalités du FMI, un certain nombre de ministres ont été aussi emprisonnés. Maintenant, il est important de revenir sur l'histoire de la promulgation de la règle de Bâle, qui a provoqué l'une de ces crises financières au Japon. Depuis 1980, les marchés financiers mondiaux se sont considérablement développés. Mais d'un autre côté, des problèmes tels que les dettes accumulées et l'augmentation des transactions sur produits dérivés sont devenus des problèmes majeurs. De plus, les États-Unis et l'Europe, qui voulaient investir au Japon dans les années 1980, ne jouissant d'une prospérité que parmi les économies développées, ont demandé au Japon d'ouvrir ses marchés financiers. Les institutions financières américaines ont prêté des montants très importants à l'Amérique latine à des taux d'intérêt très élevés dans les années 80, qui allaient très mal. Et de nombreuses institutions financières de Wall Street étaient en crise profonde, y compris Citibank. Et à l'époque, le Japon cherchait à devenir le deuxième actionnaire des institutions de Bretton Woods, telles que la Banque mondiale, ce qui reflétait le rang du Japon dans le PIB. Le PIB du Japon est devenu le numéro 2 mondial
en 1968, mais même en 1983, son classement des actionnaires au FMI et dans le monde est resté numéro 5. Moi, j'étais en charge de la négociation de cette émission de classement, de classement du PIB dans la Banque mondiale en 1984. Après la dernière réunion de négociation, les États-Unis ont brutalement renversé l'accord et ont commencé à exiger l'ouverture des marchés financiers japonais comme condition préalable au maintien du deuxième rang. Malgré la forte opposition nationale à l'ouverture du marché financier, nous avons finalement réussi à parvenir à un accord. Et parallèlement à cette ouverture du marché japonais, visant à corriger le déséquilibre commercial entre le Japon et les États-Unis, l'accord du Plaza en 1985 a doublé la valeur du yen japonais. Cependant, l'appréciation du yen a également contribué à l'expansion des institutions financières japonaises à l'étranger, en particulier à Londres. Dans ce processus, la marge bénéficiaire des institutions financières britanniques, qui avaient précédemment gagné des intérêts exorbitants, est rapidement tombée à un dixième de sa valeur antérieurement, et de nombreuses institutions financières britanniques, célèbres à l'époque et de longue tradition, ont fait faillite. Afin de mettre un terme à cette invasion d'institutions financières japonaises à Londres, le comité de Bâle sur le contrôle bancaire a établi une règle demandant aux banques engagées dans les opérations internationales de maintenir leur ratio d'adéquation des fonds propres à 8% ou plus en standard. Cette règle reflète superficiellement l'expérience passée en matière de sécurisation des transactions sur les marchés financiers mondiaux, les institutions financières défaillantes étant caractérisées par une baisse de leur ratio d'adéquation des fonds propres. Cependant, l'intention réelle était d'empêcher les banques japonaises d'envahir Londres, comme je l'ai expliqué. Et sur le plan économique, les banques japonaises n'avaient pas besoin d'un niveau de réserve aussi élevé, en raison de la prospérité de l'économie japonaise de l'époque. Sous Franklin Roosevelt, les États-Unis, confrontés à la Grande Dépression, ont introduit une réglementation pour séparer les banques d'investissement des banques commerciales, surnommée le Glass-Steagall Act de 1933. La loi a été révisée progressivement à partir des années 1980 et a été complètement abolie en 1999. Cela a créé un énorme problème sur les marchés financiers américains. Si une banque commerciale est sous l'égide du même groupe qu'une banque d'investissement, le gouvernement doit défendre les investissements à fort effet de levier de la banque d'investissement, car si elle n'est pas respectée, la faillite d'une banque d'investissement entraînerait de fait la faillite de la banque commerciale qui y est rattachée. Donc l'épargne des banques et des déposants serait alors perdue. Lors de l'entrée en vigueur du choc Lehman Brothers, aucun examen des états financiers n'a été effectué. Afin de dissimuler la situation dévastatrice de leur état financier, les autorités occidentales de supervision bancaire n'ont pas annoncé le résultat d'un examen bancaire basé sur la règle de Bâle. Au lieu de cela, ils ont introduit la notion de stress test, qui est une notion complètement fausse, maquillant la santé des institutions financières. Pourquoi cela? Si, au point de départ de l'examen, une certaine banque est insolvable, la façon dont ses actifs seraient affectés par le stress économique n'aurait aucun sens. Si les autorités américaines avaient observé la règle de Bâle, les banques américaines insolvables auraient dû être liquidées au lieu d'être renflouées. Certains présidents de banques américaines appartenant à des banques étrangères ont avoué qu'ils avaient été discrètement encouragés par les autorités de surveillance.
par les autorités de surveillance américaines, pardon, ils ont été, oui, encouragés par les autorités de surveillance américaines à maquiller leurs comptes pour ne pas avoir à signaler l'insolvabilité. Et en conséquence, personne dans les communautés bancaires aux États-Unis ni en Europe n'a été arrêté ni puni. Aucun pays occidental ne semblait se soucier du risque moral qui impliquait. Sauver les banques d'investissement conduirait à un aléa moral pour les banquiers qui savent que le gouvernement les sauvera toujours. Donc le Congrès américain a adopté à l'époque une résolution qui demandait à l'Association des experts comptables agréés de geler la comptabilité à la valeur de marché pendant une certaine période, malgré le fait qu'elle ait été préconisée et exigée par les pays occidentaux au moment de la crise financière au Japon et lors de la crise financière asiatique. La vente a découvert que les États-Unis ont demandé aux autorités japonaises de ne pas suspendre dans les années 90 a été interdite aux États-Unis après le choc de Lehman. Des économistes, tels que Lawrence Summers et Tim Geithner, ont exigé au moment de la crise financière au Japon la fermeture des banques japonaises en difficulté en utilisant la notion d'atterrissage brutal. Cette notion a été rejetée par eux après le choc de Lehman en 2008 et aucune banque commerciale n'a fait faillite aux États-Unis. En outre, le gouvernement américain n'a pas seulement renfloué les banques d'investissement et commerciales, il a également renfloué de grandes entreprises manufacturières telles que GM, General Motors. Vous pouvez voir un cas clair de double standard ici, et personne en Asie ne respecte les autorités bancaires et les experts américains après le choc de Lehman. Les États-Unis ont complètement perdu leur réputation de pays juste. À la suite de la crise financière de la fin des années 90 au Japon, la Banque du Japon a tenté diverses mesures de relance économique, notamment l'achat d'actions par la Banque du Japon et l'assouplissement quantitatif. Ils n'ont pas du tout réussi à stimuler l'économie réelle. Bien que cette expérience ratée de la Banque du Japon ait été partagée entre les banques centrales, la Réserve fédérale a introduit un assouplissement quantitatif des États-Unis afin de sécuriser les liquidités des banques américaines. Cela a été suivi par la BCE et afin de protéger le yen japonais d'une appréciation excessive en raison de sa rareté relative par rapport au dollar américain et à l'euro, la Banque du Japon a également emboîté le pas. Une liquidité excessive due à l'assouplissement quantitatif a entraîné une augmentation déraisonnable des prix des actions et de l'immobilier. Il a créé un boom injustifiable de fonds partout dans le monde. Il existe une grave préoccupation quant au calendrier d'une éventuelle diminution de ce déversement de liquidités, ainsi qu'au dénouement qui en suivra. Il est actuellement impossible de le réfréner sans provoquer un effondrement de la bulle financière, des actions et de l'immobilier. Quoi faire? Il est indispensable d'absorber l'excès de liquidité par la demande réelle, issue de la montée en puissance de l'économie réelle. Dans cette perspective, il est absolument nécessaire que les économies avancées, les États-Unis et l'Europe en particulier, se lancent dans des travaux publics sans précédent pour stimuler leur économie. Il convient de noter que le mouvement de l'économie verte prend la direction complètement opposée. L'économie mondiale doit s'éloigner de l'économie casino dominée par les banques d'investissement qui n'a aucun rapport avec l'économie réelle. Un retour à la séparation des banques d'investissement et des banques commerciales est une condition préalable contre l'aléa moral des banquiers. Donc le rétablissement de la loi Glass-Steagall est absolument nécessaire. L'application équitable des règles de base doit être assurée. Il est inquiétant d'apprendre que le Premier ministre britannique Boris Johnson a demandé une dérogation à certaines règles
lors de la dernière réunion du G7 en essayant de relancer la place financière de Londres. La seule chose autorisée, si on me le demande, serait que, je cite, « toute transaction transfrontalière d'une banque opérant à l'international doit être dénouée avant sa faillite. » Étant donné que cela signifie que toutes les pertes de la banque doivent être couvertes par la charge des contribuables du pays où la banque est située, les autorités de surveillance accorderaient la plus grande attention au fonctionnement des banques afin que les autorités n'aient pas à adopter une politique aussi impopulaire que le renflouement avec le sacrifice de l'argent des contribuables. Merci beaucoup.